Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le cas de la grande arène, et plus particulièrement le 3v3. Si vous ne le savez pas, la prochaine saison, ça va être du 3v3, donc la saison 15. Ça va être du 3v3, et je sais que ça peut être un peu déstabilisant de passer d'une saison en 5 contre 5 à une saison de 3 contre 3, parce qu'il faut tout réapprendre, car en fait, quand vous êtes dans une saison de 5 vs 5, vous ne jouez pas de la même façon qu'en 3 vs 3. Et quand vous jouez dans une saison de 5 vs 5, vous oubliez justement que vous avez fait du 3 vs 3 juste avant. Et vous oubliez typiquement ce que vous mettez en défense, qui est efficace en attaque, quel genre de team votre adversaire peut mettre, etc. etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un tuto juste avant la reprise de la grande arène en 3 contre 3. Parce que je trouve ça important de remettre un peu au goût du jour tout ce qui peut être utilisé en 3 contre 3. Donc en 3 contre 3, comme je disais, c'est un mode de jeu qui est totalement différent du 5 contre 5, puisque cette fois-ci, il ne vous faudra plus mettre 7 teams en défense, mais bien 10. Ce qui fait que cette fois-ci, il faut être assez vigilant de créer cet équilibre défense-attaque qui est moins important en 55 parce que vous avez toujours une ou deux teams en plus, mais en 3 contre 3 vous vous retrouvez très souvent soit en manque de team, soit très juste, ce qui fait que si jamais vous veniez à perdre un combat, ça peut vous empêcher de full clear votre adversaire, ce qui est quand même assez dommage. Mais pour le coup, ça va être l'objectif de cette vidéo, c'est de réussir à vous montrer suffisamment de teams pour pouvoir justement créer cette balance. Je précise aussi que ce tuto est vraiment pour les divisions 2 et 3, mais il se peut très bien que vous voyez des teams qui puissent vous intéresser pour la division 4, 5, 6, etc. Donc voilà. Je ne présenterai pas les flottes puisque c'est exactement le même qu'en 5 contre 5, c'est exactement le même nombre de vaisseaux que vous pouvez mettre, donc si vous avez suivi ma saison 14 en 55, vous savez plus ou moins comment je joue mes flottes, donc voilà. Donc on va apporter tout de suite tout ce qui est Team 3 contre 3. Donc petite information, c'est que c'est pas vraiment une information, c'est on va dire si c'est une information, c'est que en 3 contre 3 vous allez être obligé de split des teams, puisque vous pouvez pas jouer des teams de 5 en 3 contre 3, ça paraît logique. Et le problème, c'est que certaines teams marchent beaucoup moins bien parce qu'elles sont split justement qu'en 5 contre 5, et justement à l'inverse, il y a d'autres teams qui marchent bien mieux qu'en 5 contre 5. Je pense à Dark Levan qui est déjà extrêmement fort en 5 contre 5, mais en 3 contre 3, je ne vous raconte même pas à quel point c'est puissant. Donc ça peut être vraiment problématique pour certaines personnes. Je pense à ceux qui montent la résistance en team principale, puisqu'en 3 contre 3, je trouve la team résistance vraiment pas terrible. Sauf peut-être en division 1 où vous avez débloqué les héros de la résistance, mais ce qui n'est pas mon cas, ce qui fait que moi la résistance en 3 contre 3, déjà que en 55 je la mets à peine en défense, alors en 3 contre 3 je vous raconte pas. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par la team Revan que je split en deux. De la façon que vous pouvez voir, à savoir Revan, Yoda et Jolly dans une première team, et Bastila, Ezra et Hermit Yoda dans une seconde. Pourquoi cette disposition particulière ? Tout d'abord, je split les deux leaders ensemble, je split Revan et Bastila, qui ont tous les deux les deux meilleurs leads de la team, ce qui fait que déjà je sais déjà que ce sera ces deux-là en leader. Je mets Jolly aussi dans la team Revan parce que ça va être cette team que je vais utiliser contre toutes les teams les plus puissantes, ce qui fait que si ça tourne mal, je suis quand même bien content d'avoir un revive. Et Yoda aussi, justement, comme je le disais, parce que je compte utiliser cette team pour affronter des grosses teams, justement. Donc voilà pourquoi j'ai cette team Revan avec cette composition là, je trouve que c'est la meilleure à utiliser pour le coup. Et donc juste en dessous j'ai la team Bastila. Cette team Bastila, si vous avez suivi la toute dernière vidéo en date, à savoir comment je mode ma team, vous savez justement
Comment j'ai modé Bastila? Mais je vais le rappeler parce que j'estime que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc modifier, hein, on est obligé de faire comme ça. Donc moi je mode Bastila en attaque parce que sans Yoda et sans Revan, je n'ai pas de damage dealer dans cette team. À part peut-être Ezra, mais il est équipement 11, donc voilà. Donc j'ai Bastila modé en attaque. Je suis pressé de vous montrer ça en grande arène parce que vous allez voir que les dégâts qu'elle inflige sont absolument importants et vraiment élevés. Donc voilà. Donc moi je l'ai modé en attaque. Hein. Elle a, en termes de dégâts, elle a 4483 en attaque physique et 7161 en attaque spéciale. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Le personnage est relique 4 au cas où. En termes de speed, on est à 255 sur la capacité de chef, ce qui est quand même assez acceptable hein, pour une Bastila quand même. Et en termes de pouvoir, je suis à combien? C'est assez important le pouvoir hein, tout de même. À 67%, ok c'est assez correct, hein, disons-le. Donc ouais, elle va vraiment être le damage dealer, ce qui va me permettre de détruire des teams assez importantes. Ouais, j'allais donner des exemples, mais juste avant j'ai dit des teams importantes, ce qui aurait cassé un peu le mythe, parce que j'allais dire les Ewoks et les Phoenix, mais c'est pas des teams importantes. Hein. Mais on va essayer ça contre des grosses teams tout de même, peut-être des teams empires, vu que Bastila a en capacité de chef plus 150% de ténacité, si je ne m'abuse. Ouais voilà, ils ont un bonus de ténacité de 150%. En plus de ce que j'ai déjà, à savoir 40%, donc ça fait 190% de ténacité. Il faut que mon adversaire ait au minimum 101% de pouvoir pour pouvoir espérer avoir 1% de chance de me mettre ne serait-ce qu'un malus, donc c'est quand même assez cool. Donc voilà pourquoi Bastila en leader, hein, et pourquoi Bastila tout court d'ailleurs. Mais à ce moment-là, pourquoi Ezra et pourquoi Hermite Yoda? Hermite Yoda, c'est un personnage que j'adore parce qu'il donne l'entraînement du maître, qui donne 25%, 50% de précision, de défense, d'attaque, de pouvoir et de ténacité. En fait, ce qui fait que Bastila elle a 240% de pouvoir, de ténacité. C'est absolument stratosphérique en fait, parce que aucun personnage du jeu n'est en mesure de pouvoir me mettre ne serait-ce qu'un malus. Donc c'est insane en fait, tout simplement. Tant que j'ai ma barre de protection, hein, bien sûr. Parce que sans ma barre de protection, la barre violette, je perds ces 50% de la capacité de chef. Mais tant que j'ai ma capacité de chef, personne n'est en mesure de me mettre un malus esquivable, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'aime bien Hermite Yoda en entraînement du maître, ce qui aussi donne pas mal de jauge de tours, 5% pour les alliés Jedi, donc c'est cool, à chaque basique. Aussi l'énergie émane de la force qui rééquilibre les santé des personnages, qui restaure 20% de protection et qui donne la prévoyance, donc ça c'est cool. En prévoyance, en 3v3, la prévoyance est quand même assez cruciale. Tout de même, parce que vous pouvez pas prendre une source de dégâts infinie, donc c'est cool. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment l'Hermite Yoda dans cette composition. Si je ne m'abuse, ouais, j'ai exactement la même speed sur mon Hermite Yoda et sur ma Bastila. Mais ça ne pose pas plus de problèmes que ça pour le coup. Donc voilà. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé Hermite Yoda. Et maintenant le cas de Ezra. Déjà il a un dispel sur la première spéciale. Ce qui fait que un dispel ça permet d'enlever toutes les améliorations, donc c'est cool. Observer à apprendre qui booste de 50% la jauge de tour de tous les soutiens. Enfin du soutien ciblé, pardon. Ce qui fait que je remplis de moitié la jauge de tour de Bastila, ce qui est cool. Et aussi j'ai la basique qui peut frapper jusqu'à 2 fois. Donc c'est intéressant. Et l'unique qui booste son attaque, hein, un bonus d'attaque de 10% à la fin de son tour. Donc voilà, cet effet ne peut être cumulé jusqu'à 40%. Ce bonus est réinitialisé lorsque Ezra est vaincu, bien sûr. Ce qui semble logique, ma foi. Donc voilà pour ces deux teams. Donc voilà, vous savez, 2 teams Jedi de cette sorte. De la sorte plutôt. Prochaine team, la team Empire. Dark Vador, Palpatine, Dark Vador et Throne. Un trio qu'on ne présente pas vraiment, mais que je vais faire quand même. Hein. Donc Palpatine qui a surtout un bonus extrêmement intéressant.
qui fait que déjà Dark Vador peut utiliser l'écrasement de force et obtenir un tour gratuit en début de combat, donc ça c'est très intéressant. À chaque fois que un dissipe, une amélioration, un malus pardon, se dissipe sur mon adversaire, je vais gagner de la jauge de tour. La jauge de tour des alliés Sith se remplit de 5% lorsqu'un affaiblissement en cours sur un ennemi prend fin. Et vu que c'est une team qui joue énormément sur les malus, vous comprenez très rapidement pourquoi c'est fort, hein, tout simplement. Thrawn qui est là pour restaurer de la protection, hein. On est en grande arène, ce qui fait que chaque bannière compte. Et pouvoir régénérer sa protection, c'est important. La fracture est quand même aussi intéressante, hein, puisqu'elle empêche carrément un adversaire de jouer. Et la manipulation avec l'Oméga, c'est extrêmement puissant, puisqu'à chaque fois que votre adversaire a l'entrave de capacité, et que j'utilise la basique de Thrawn sur un de ses adversaires qui a justement l'entrave de capacité, je vais l'étourdir tout simplement. Ce qui fait que mon adversaire est stun, hein, tout simplement. Donc voilà. En termes de speed, je suis à 259 sur Thrawn, donc c'est correct. C'est pas le meilleur, mais ça reste correct, on va dire. Dark Vador 225. Et là où ça peut être un piège, c'est que en 3 vs 3, vous avez pas 5 alliés de l'Empire avec vous, enfin 4 alliés de l'Empire avec vous, ce qui fait que Dark Vador ne peut pas profiter à fond de son unique, qui fait qu'il gagne ses 6 de vitesse, 8 de vitesse. Pour chaque allié de l'Empire, vous avez moins d'alliés de l'Empire, ce qui fait que vous avez moins de vitesse, donc bien penser à ça. Ça peut vous piéger en fait en pensant justement que vous avez tel ou tel speed sur votre Dark Vador, alors que pas du tout. Et mon Palpatine est modé en pouvoir, il est à 213 de vitesse avec 93% de pouvoir, c'est correct pour un équipement 11. Donc voilà, j'ai le full Zeta sur la team, Vador compris, j'ai même le lead, même si on se sert pas du lead quand on est en emplacement allié. J'ai pas les Zeta sur Thrawn, mais ils ne sont pas primordiaux pour le coup. Enfin, j'ai d'autres priorités, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais que beaucoup de monde utilise Palpatine, Malak et Bastila Shan déchu en team, et utilise Vador Leader dans une autre team. Je n'utilise pas cette composition parce que je la trouve extrêmement naze pour le coup. En fait, ce qui se passe quand vous mettez Palpatine Leader avec Bastila déchu et Malak, c'est que peu importe la vitesse de ces trois personnages, avec une simple Revan, je suis en mesure de passer au travers sans aucune difficulté. Ce qui fait qu'une team qui est censée, pour beaucoup, être indestructible, extrêmement puissante et causer du tort à votre adversaire, pour moi, en fait, ça me permet juste de passer en 54 bannières. Donc, qui est le max quand j'utilise 3 personnages, bien sûr. Hein. Et donc, moi, je déconseille fortement cette team qui est totalement inutile. Après, si votre adversaire n'a absolument pas de quoi la passer, c'est très bien. Mais bon, pour le coup, je passe ça au travers. Les seules teams qui me posent un souci, c'est quand Malak est modé extrêmement bien, qu'il a genre 200 000 de santé de protection réunis. À ce moment-là, ça devient très compliqué pour moi. Mais c'est extrêmement rare. Dans 99% du temps, je passe au travers en one shot. Donc je déconseille tout simplement cette team. Surtout qu'avec ces deux personnages, vous allez pouvoir constituer une team très puissante que je vais conseiller un peu plus tard. Prochaine team, c'est le Premier Ordre avec Wat Tambor. Si vous avez suivi ma grande arène saison 14, vous savez pourquoi j'utilise cette team. Surtout pour contrer des Sœurs de la Nuit. En 3 contre 3, les Sœurs de la Nuit sont bien moins puissantes. Donc ce counter est encore plus facile à utiliser. Là, la technique elle est simple, c'est que je mets le taunt infini sur Kylo Ren et le Blastoid Tech sur l'exécuteur qui booste sa jauge de tour et qui empêche surtout la résurrection si c'est lui qui achève les adversaires. Donc c'est quand même très très fort pour le coup. C'est une team qui permet le 64 bannières assez aisément sur beaucoup de teams. Je pense à l'Ancienne République, je pense aux Sœurs de la Nuit, je pense à certaines teams chasseurs de primes, pas toutes parce que certaines teams sont très puissantes, mais sur certaines teams ça fonctionne. Sur les Phoenix ça fonctionne aussi, sur les Ewoks, sur Rogue One, sur plein de teams en fait. Ce qui en fait une team extrêmement coriace pour le 3 contre 3. Donc voilà, en termes de speed, je suis à 230 sur Kylo Ren, 232 pour être précis. Je monte à 262 grâce à sa capacité de chef qui donne plus 30 de vitesse si vous avez le Zeta. Et il me semble que c'est plus 25 si vous l'avez pas, exact.
Modé full santé pour éviter justement que les Ewoks puissent passer au travers facilement. Parce que oui, certaines teams d'Ewoks peuvent battre les Kylo Ren, hein. Même si je vois très mal passer Kylo Ren avec des Ewoks, surtout avec Wat Tambor à côté. Mais sait-on jamais. Donc Wat Tambor que je mode en vitesse à 268. Donc c'est pas le plus rapide, mais ça reste assez correct pour le coup. Surtout que je l'ai équipement 10, je le rappelle. Et j'ai surtout le Zeta qui lui donne un tour gratuit de la même sorte que Han Solo en début de combat, ce qui fait que dès le début il va mettre une tech. Et si c'est lui le plus rapide du combat, bah, il va pouvoir direct en mettre une deuxième. Donc mettre en fait les deux techs sur les deux personnages. Ce qui est très fort, hein. J'ai pas besoin de le rappeler. Et en dernier, j'ai l'exécuteur que j'ai modé en santé. Mes excuses pour cette sonnerie intempestive. Donc je disais que j'ai modé l'exécuteur pour full santé, puisque ce dernier inflige des dégâts en fonction de sa santé. Je sais plus où c'est écrit d'ailleurs. Affiche des dégâts, alors bonus de santé de 30%, c'est très bien, mais quelque part c'est écrit qu'il frappe en fonction de sa santé. Donc je cherche, hein. Peut-être ça. Voilà, j'ai trouvé. L'exécuteur du premier ordre obtient un bonus d'attaque à hauteur de 5% de sa santé maximale. Ce qui fait que quand il obtient ce bonus, plus il a de santé, plus ce bonus est conséquent. Ce qui fait que très rapidement ses dégâts augmentent. Et pour avoir déjà utilisé ce personnage sur la deuxième phase du tank il y a très longtemps, ses dégâts peuvent passer au-dessus de la barre des 100 000. C'est assez drôle pour le coup. Donc ouais, ses dégâts montent assez vite alors qu'il n'est à peine équipement 11. C'est un de mes personnages préférés du premier ordre parce qu'il fait de lourds dégâts et pourtant c'est juste un Stormtrooper pour le coup. Mais ouais, j'adore ce personnage en plus d'avoir un chara design assez beau pour le coup, j'aime beaucoup. Enfin bref, je vous donne mon avis sur les skins maintenant. Enfin bref. Donc voilà, cette team est assez intéressante à jouer pour le coup. Donc la team suivante c'est le Triumviracite, hein, très classique, je m'en sers contre les Géonosiens. Donc ça c'est typiquement le genre de team qui gagne un bonus en 3 contre 3 parce que d'habitude je l'utilise juste ces 3 là en 5 contre 5. Mais cette fois-ci vu que mes adversaires ne seront que 3, et ça rééquilibre cette balance et ce qui fait que désormais on est sur un pied d'égalité en termes de personnages et du coup le Triumph devient très puissant. On va beaucoup s'en servir contre les Géonosiens puisque cette fois-ci ils auront moins de vie à se partager et les combats dureront moins longtemps et seront moins dangereux pour le coup. Donc c'est pour ça que vraiment le Triumph en attaque peut être très intéressant. C'est très rarement 54 bannières, c'est au grand maximum 52, mais c'est très souvent 51 bien sûr. Mais ça reste une team très forte en attaque. Je le présente pas plus parce que ça reste une team très connue en Division 2, donc voilà. Juste moi j'ai des flèches d'esquive des critiques sur ces personnages, je crois. Ouais, 35% ici avec un plus 16 en stats secondaires, donc c'est un module assez intéressant. Et je crois que j'ai exactement pareil ici, voilà, plus 24%. Mais sur Nihilus, j'ai une flèche de vitesse parce que on veut son annihilation le plus rapidement possible. Enfin bref, ils sont tous modés en santé, avec de la vitesse, donc voilà. Voilà pour la team la plus puissante du 3 contre 3, hein. C'est pour ça que je vous disais de ne jamais mettre Bastia Shan et Dark Malak avec Palpatine. C'est pour cette team très exacte. Sachez que cette team est la team la plus puissante du 3 contre 3, sans les légendes galactiques. C'est-à-dire que si votre adversaire n'a pas de légende galactique, sachez que cette team est la plus puissante. Et que si votre team Dark Revan est plus rapide que celle de votre adversaire, il ne peut en aucun cas passer au travers de cette team en one shot. Donc ça c'est une chose. Il faut savoir aussi que le général Anakin Skywalker est beaucoup moins fort en 3 contre 3, ce qui fait que Dark Revan counter très très facilement les générales Anakin Skywalker. Donc déjà c'est encore mieux pour le coup. Donc ouais, en 3 contre 3, plus cette team est rapide, plus elle est extrêmement difficile à passer. Donc moi c'est une team que je vais mettre à tous les matchs, sans exception. Parce que c'est très puissant et c'est très difficile à passer. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment vivement et de tout mon cœur
que vous ne mettiez pas Palpatine en leader, mais vraiment Dark Revan, je vous le conseille vivement. Ça va être un bastion sur votre défense. Mettez-le sur le territoire qui rapporte le plus de points et vous verrez que ce sera très très simple de passer, de gagner vos matchs grâce à cette team précise. Ça va être très problématique si votre adversaire a justement mis cette team en défense. Mais bon, faut jouer avec le risque et voilà. Il faut savoir aussi que en 3 contre 3, le territoire qui rapporte le plus de points, c'est le territoire du haut. Donc moi, c'est là où je vais le mettre. À l'inverse du 5vs5, où j'espère que mon adversaire justement va atteindre les vaisseaux. Là en 3 contre 3, je vais faire en sorte qu'il n'atteigne jamais mes vaisseaux pour gagner justement l'efficiency, donc les matchs d'efficacité. Donc voilà, cette team que j'ai modée en vitesse pour les deux persos principaux et très tanky pour le mana qui est même relique 7. Donc ça m'aide. Enfin bref, donc on va passer à la team suivante, la team chasseur de primes avec Bossk en lead. Boba Fett et Dengar. Il faut savoir que j'aime bien split les deux chasseurs de primes que sont les deux Mandaloriens, à savoir Boba et Jango Fett. Pourquoi? Parce que faire qu'une seule grosse team de chasseurs de primes, ça peut... en fait, ça empêche justement de pouvoir faire deux teams de chasseurs de primes pour le coup. Donc je vous rappelle qu'en 3vs3 vous essayez quand même d'avoir le plus de teams possible. Donc c'est pour ça que je split les deux Fett. Et pourquoi justement mettre Boba Fett et Dengar dans la même team et Jango Fett dans une autre. Déjà Bossk Lead en leader que j'ai modé pour être extrêmement résilient. Déjà il faut savoir que sur 3 de ces modules il y a 20% de défense. Donc sur le losange plus 20% en stade primaire, 20% sur le triangle et 20% sur la croix. Donc 60% de défense pardon. Ce qui en fait un chasseur de primes extrêmement tanky. Et très difficile à passer au travers. En 3 contre 3, il va falloir à mon adversaire une team assez perspicace pour pouvoir passer au travers de mon Bossk. Donc voilà pourquoi, d'ailleurs il est assez rapide, 266, c'est pas le plus rapide encore une fois, mais ça reste correct pour le coup. Ensuite Boba Fett que je mode en dégâts critiques parce que sa roquette envoie des grosses patates pour le coup. Avec un triangle, non c'est le bonus du 7 qui donne 30% de dégâts critiques. Donc voilà, donc je le mode ainsi pour faire de grosses roquettes. Et justement, ça reste quand même un assez gros dégât qui peut restaurer pas mal de santé et de protection sur ses alliés grâce à Mort venue du ciel. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les états pour débutants où j'explique en détail comment fonctionne le lead de Bossk. Donc voilà. Donc voilà aussi ça reste c'est pour ça que je mets quand même Boba avec et aussi pour sa carabine qui a une chance d'infliger quelques malus, voilà 70% de chance d'infliger des dégâts sur la durée, donc voilà, donc c'est une des raisons pour laquelle je mets Boba Fett avec. Dernière raison pourquoi je mets Boba Fett, c'est que Boba Fett a une possible avec sa requête peut empêcher la résurrection d'un ennemi, ce qui fait que ça peut être intéressant d'avoir Boba Fett avec Bossk. Et je reviendrai justement sur ceci quand j'aborderai le cas de Jango Fett. Donc retenez en tête que Boba Fett peut empêcher la résurrection d'un adversaire. Dengar, encore une fois, je vous invite à prendre connaissance du état sur le leader de Bossk. Mais sachez que le carnage miné restaure énormément de santé et de protection sur vos alliés. Sous Bossk, je précise. Ce qui fait que ça permet à Bossk d'être encore plus résilient. Quand on sait surtout comment j'ai modé mon Bossk, qui est vraiment extrêmement résilient. Donc carnage miné avec le lead de Bossk, autant vous dire que Bossk est assez difficile à tomber. En sachant que Dengar est un personnage qui peut se mettre invisible pour le coup. Et quand il est invisible, il empêche l'adversaire de se mettre invisible. Donc déjà avoir Dengar invisible, ça empêche par exemple la résistance d'utiliser R2D2 pour mettre l'écran de fumée qui met tout le monde invisible, sauf la personne visée pour le coup. Donc voilà. Dengar modé en vitesse. Bon, c'est un personnage qui est très lent de base, équipement 11, il a que 109 de vitesse de base, donc c'est très très lent. Mais bon, quand on sait que c'est un très grand destructeur de bannières, justement grâce au carnage miné,
C'est normal qu'il soit lent, hein, parce que s'il avait été rapide, bah, en fait ça serait un des chasseurs de primes les plus intéressants pour le coup en grande arène. Mais bon, il est lent de base, donc voilà. Donc Boba Fett, modèle en dégâts critiques, chance de dégâts critiques, de coups critiques. 231 de vitesse, et Boss, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec 266 de vitesse de mémoire. Ouais, et modé extrêmement résilient, donc ça en fait une team de chasseurs de primes extrêmement intéressante. La prochaine team, Shakti Clone, très très fort, hein, 5. Pour le tank, je l'ai modé en attaque, ce qui fait qu'il met 2 dégâts assez considérables sur mes adversaires grâce au double blaster DC-17 qui fait 2 dégâts assez intéressants quand vous avez un 5 modé en attaque. Surtout que j'ai quelques modules intéressants pour le coup. Ici, il me faudrait peut-être une croix d'attaque pour le coup. Est-ce que j'en ai une qui traîne dans le coin, ce qui m'étonnerait comme fortement, mais on sait jamais. Non, non. C'est dommage, mais une croix d'attaque sur phase serait extrêmement bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, donc là, j'ai un train de santé. Bon, bref, du classique, on va dire. Donc voilà, donc modé en attaque. Hein. On veut aussi qu'il meure assez facilement, donc je le fais pas extrêmement... En fait, non, là, je suis en train de dire une bêtise. On veut qu'il meure pas, justement. Puisque on veut qu'il déclenche le sacrifice grâce à Rex. Mais autant vous dire qu'en 3 contre 3, le sacrifice ne sert pas à grand chose parce qu'un seul clone est boosté si vous utilisez Factilid. Donc déjà c'est pas très intéressant. Et en plus de ça, les adversaires sont pas bêtes et connaissent très souvent ce qu'est le sacrifice. Donc ouais, pas très utile pour le coup. Shakti-Lead, elle est surtout là pour son leader, même si ses spéciales sont extrêmement intéressantes, plus 35 de vitesse, récupération de 5% de santé et de protection lorsque mes alliés attaquent en dehors de de leur tour, donc très intéressant. Même si ces spéciales sont quand même assez intéressantes sur les clones, puisque exercice d'entraînement soigne 35% de santé et de protection sur les clones, donc c'est cool, et sur elle-même d'ailleurs. L'escouade d'assaut donne 100% de jauge de tour à l'allié clone ciblé, en sachant que ça invoque tout le monde. La frappe courageuse qui dissipe et qui donne un bonus d'attaque aux alliés, donc c'est vraiment aussi très intéressant. Je ne sais pas ce que fait l'unique, donc on va regarder ça ensemble. Subit des dégâts... Ok, donc à chaque fois que ma team va subir des dégâts, la jauge de tour de chaque team va va récupérer 20%. Ce qui fait que si mon adversaire utilise une attaque en zone et qu'il touche tout le monde, je gagne 60% de jauge de tour sur chaque team, donc ça c'est intéressant déjà. Ah oui, ça c'est le Zeta. Lorsque chaque team ou un clone allié subit des dégâts, ils obtiennent la rétribution pendant 2 tours. Donc c'est vraiment très intéressant pour les contre-attaques pour le coup. Et 5 qui est là pour la formation, déjà pour commencer, qui donne la ténacité aux alliés, donc ça empêche les teams qui fonctionnent sur les affaiblissements de bien fonctionner. Ça remplit la jauge de tour de 60%. Et de 10% pour chaque affaiblissement dissipé, donc c'est cool. Et surtout pour l'avantage aérien. C'est une capacité qui fait de plus en plus de dégâts au fur et à mesure que mes alliés jouent. Des dégâts à hauteur de 25% de santé, à hauteur de 25% de la santé maximale de la cible. Et pour chaque tour utilisé par un soldat clone allié, donc voilà, c'est ce que je disais. Cette capacité ne fonctionne pas sur certains persos, je pense à Kylo Ren sans masque, Kylo Ren avec masque, avec Malak aussi. Donc faut y penser ça, hein, bien sûr. Mais je le rappellerai au fur et à mesure des matchs, pour le coup. Donc voilà pour la team Shakti Clone. Prochaine team, ça va être Kira avec Anne et Chewie. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi Kira en leader et pas CLS. Ça peut être un choix assez particulier pour beaucoup. Mais je vais vous expliquer... Pardon. Je vais vous expliquer le fondement de ma pensée. Déjà, Kira, en fait, est un leader extrêmement intéressant de base. Il faut savoir que elle augmente les chances de coups critiques pour les alliés vauriens, en sachant que Han Solo et Chewbacca sont des vauriens, hein, en plus d'être des rebelles. Une augmentation de dégâts critiques, récupération de 10% de protection. Ouais, donc 10% de protection. Ce qui est assez intéressant pour déjà récupérer votre bannière de protection en grande arène, donc c'est cool. Donc ça vous fait des bannières en plus. Hein.
Ensuite, vous avez un bonus en fonction des rôles de vos personnages. Hein, si c'est soutien ou soigneur, c'est 20% de vitesse, 20 de vitesse, pardon. Si vous êtes tank, vous avez de l'esquive de critique. Si vous êtes attaquant, vous avez 10% d'attaque cumulative jusqu'à 3 augmentations, donc ça c'est bien. Anne et Shui sont des attaquants, donc ils vont bénéficier de ce bonus précis, qui est, comme je disais, le bonus d'attaque. Donc voilà. Donc ça c'est le leader déjà, c'est pourquoi c'est intéressant, c'est vraiment pour le leader. Mais aussi vous avez des petits trucs qui sont assez intéressants, à savoir l'explosion diffusée, qui donne faux pas et qui dissipe les améliorations. Dissipe les améliorations en cours et affiche faux pas. Donc faux pas, si vous savez pas, c'est le malus qui, lorsque vous frappez l'adversaire qui souffre de faux pas, ça déclenche faux pas justement, et ça reset la jauge de tour, donc ça c'est quand même assez intéressant. Mais vous avez aussi l'opération groupée, qui invoque un allié, hein, tout simplement. Et aussi, il y a cette mécanique de préparation. Donc ça, en fait, je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais on va le découvrir à l'instant ensemble. Affiche des dégâts physiques à cible alliée, à cible ennemie, et invoque un allié ciblé pour assistance, donc c'est ce que je vous disais. Si cet allié est avorien, les deux attaques infligent 30% de dégâts supplémentaires, donc ça c'est cool, parce que justement, comme je disais, Han Solo et Chewie sont des vauriens. Chaque attaque a 50% de chance d'exploser la cible. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez exposer l'adversaire. L'exposition, ça inflige des dégâts supplémentaires en fonction de la santé maximale de l'adversaire, si je ne m'abuse. Ce qui fait que en fait ça fait des dégâts supplémentaires, hein, tout simplement. Confère un bonus de pénétration de défense à tous les autres alliés préparés pendant 3 tours et les invoque, et Kira n'est plus préparé. Donc ça, je pense que ça doit être en rapport avec son unique. Je découvre en même temps que vous, hein, tout simplement. Lorsque Kira attaque, elle gagne un bonus de 40% de pouvoir. Si la cible ne souffre pas d'affaiblissement, donc c'est cool. Ou inflige plus 30% de dégâts critiques si c'est le cas. Les autres alliés vauriens gagnent la moitié de ses avantages lorsqu'ils attaquent, donc ça c'est cool. De plus, à la fin de chaque tour, si un ennemi a subi plus d'un coup critique pendant ce tour, Kira devient préparé, ok, et remplit sa jauge de tour de 15% et gagne un bonus de vol de santé pendant un tour, donc ça c'est cool. Ça permet de régénérer un peu la santé pour le coup. Tous les autres alliés ayant attaqué pendant ce tour gagnent également un bonus de vol de santé pendant un tour, donc ça c'est cool vraiment pour ce principe d'efficacité. Donc Kira permet la récupération de protection et de santé. Donc vous pouvez, si vous êtes assez chanceux, récupérer jusqu'à 54 bannières sur votre match, ce qui en fait un leader très sous-estimé, mais ma foi tout de même très intéressant. Donc je conseille. Donc c'est pour ça que j'utilise Kira leader et pas CLS. Je vais y revenir un peu plus tard pour CLS, vous inquiétez pas. Donc un Chewie est un duo très fort qui assistent ensemble. Et le dernier truc que je n'ai pas encore abordé, c'est la garde. La garde, pour beaucoup, vous savez ce que c'est, mais tout le monde n'est pas au courant. En gros, la garde, c'est cet état que donne Chewbacca tant qu'il est en vie à 2 de ses alliés. Il donnera toujours à Han Solo l'état de la garde, et il donnera aussi à l'allié le plus faible. En 3 contre 3, l'allié le plus faible sera toujours le dernier allié qui n'est pas Han Solo. Donc là, ce sera Kira pour le coup. Ce qui fait que Kira aura toujours la garde. La garde, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, ça immunise à l'étourdissement. Donc c'est très puissant, hein, disons-le. À chaque fois que Chewbacca va attaquer en dehors de son tour, si vous avez le Zeta sur Ami Fidèle, vous allez, en fait, à chaque fois que Chewbacca va attaquer en dehors de son tour, vous allez récupérer 3% de protection et de santé sur les alliés qui ont la garde. Ce qui, encore une fois, couplé au lead et à l'unique de Kira, permet une résurrection, pas une résurrection, mais une récupération de santé et de protection, ma foi, non négligeable. Donc ça permet vraiment, pour le coup, d'être efficient. Hein. Je pense que j'ai pas à vraiment vous le préciser. Il faut savoir aussi que Han Solo, avec sa basique, ou même en fait, tous les alliés qui ont la garde, en fait, invoquent Chewbacca à chaque fois qu'il joue. Donc au moins c'est sûr que vous êtes au courant pour le coup. Ce qui fait que en fait Chewbacca va régénérer énormément de protection et de santé sur les alliés pour le coup. Et donc là c'est écrit tout en bas, la garde empêche de subir les coups critiques, donc ça c'est très fort, immunise contre la confusion et l'étourdissement. Donc déjà ça c'est très fort, ça empêche votre adversaire de bloquer votre jauge de tour et votre personnage tout court. Et ça augmente les chances de coups critiques de 25%.
Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai Han Solo et Chewie augmentés en dégâts critiques et en chance de coup critique, parce que ils font quand même beaucoup de coups critiques grâce à Chewbacca pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai ces personnages modés ainsi. Donc vous comprenez très fortement la synergie. Le problème c'est que Kira n'est qu'équipement neuf et qu'elle est assez fragile pour le coup. Voilà, elle a que même pas 40 000 de santé et de protection réunis, donc voilà, mais ça reste quand même acceptable, hein. C'est un des personnages que je compte mettre équipement 12 un jour. D'ailleurs, je pense que cet item et cet item, les prochains que je vais avoir, je les mettrai sur Kira pour la passer équipement 10, parce que ça va pas augmenter à fond ma puissance galactique, et ça reste quand même un personnage assez versatile pour les vauriens, donc c'est pas du gaspillage de monter ce personnage, hein, disons-le. Donc voilà pour cette team, hein. Je vais pas passer plus de temps, vous avez compris je pense tout le fonctionnement de cette team pour le coup. Donc passons à la team suivante. La team suivante, bien qu'elle a l'air assez originale en première vue, à première vue, c'est Padmé avec 2 clones. Pour beaucoup, vous jouez, j'imagine, Kenobi et Anakin avec. J'allais dire Annie, donc pour le coup, ça aurait pas été problématique, parce que bon, c'est sur son nom dans les films tout de même. Enfin bref. Pourquoi cette team, et justement pourquoi pas mettre Kenobi et Anakin avec Padmé? C'est quand même un trio très fort, vous allez me dire. En fait, tout simplement parce que déjà ces 2 clones ne servent à rien si en 3 contre 3, puisque vous ne pouvez en mettre que 2 qu'avec chaque team. Donc c'est problématique qu'ils restent sur le côté, alors que c'était quand même des personnages très puissants. Et surtout, ils disposent du tag République Galactique. Donc déjà, ils bénéficient de l'unique et du bonus de lead de Padmé. Ils peuvent bénéficier aussi des stacks de courage pour le coup. Et aussi, on va faire une autre team après avec Kenobi, donc ça je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà pourquoi je mets ces personnages ensemble. En plus, ils sont très forts, comme je le disais, en plus ils ont le tag République Galactique. Et ça vous permet de split Padmé et en faire 2 teams très puissantes. Donc on va pas se plaindre, hein, pour le coup. Donc voilà, Padmé à 278 de vitesse, modé en santé. Bon, pour tout ce qui est stack de courage, je l'ai expliqué plusieurs fois, mais je veux le refaire parce que c'est pas une mécanique très simple de compréhension. En fait, à chaque fois que Padmé va donner, ou que même les alliés vont obtenir un bonus de protection, au début du tour des personnages qui ont obtenu ces bonus de protection, ça va se transformer en stack de courage. Ce qui fait que, du coup, ces stacks de courage en fait infligent des dégâts à hauteur de, ça doit être 5% de la santé adversaire. Donc on va essayer de chercher, donc c'est peut-être... Donc je disais des bêtises, c'est plus que 5%, c'est 40%. En gros, lorsqu'une capacité inflige des dégâts à la cible ennemie, pour chaque 5 cumuls de courage, dissipe 5 cumuls et inflige des dégâts bonus à hauteur de 40% de la santé maximale de la cible. Donc en fait ça fait beaucoup de dégâts, hein, comme vous pouvez le constater. 40% de la santé maximale de l'adversaire, c'est très fort. Vous mettez pour 5 cumuls, vous mettez presque la moitié des dégâts de la santé maximale de votre adversaire à votre adversaire, donc c'est cool. Donc voilà pourquoi j'ai cette team de la sorte. Donc voilà, pour le coup c'est très fort en attaque, et ça vous permet de split votre team Padmé en 2 et utiliser vos clones qui restent souvent sous le côté. Donc voilà pour le coup. La team résistance, ça c'est une team que je vais pas me servir plus que ça, parce que elle est très naze pour moi, je l'ai pas très bien modée et surtout pas très bien équipée. Je la mettrai en défense dans le bac, je pense, elle se fera one shot sans souci, mais bon. C'est pas une team très puissante pour moi, mais peut-être pour vous, hein, on sait jamais, ça peut être très bien. Donc BB8, vous le voulez le plus rapide possible, pour pouvoir augmenter, pouvoir utiliser le transfert de données confidentielles qui booste la jauge de tour de votre leader. En plus, avec l'avenir lucide, vous donnez plein de bonus à vos alliés, donc c'est cool. Donc ouais, vous le voulez le plus rapide possible. R2D2 qui est vraiment là pour mettre l'écran de fumée sur BB8, parce que BB8 a quand même une grosse synergie avec tout ce qui est prévoyance, etc. Donc pour le coup, voilà. Et surtout, en fait, Rey sera votre main damage healer. En plus, elle a la ruse mentale qui réduit pas mal la jauge de tour, qui met pas mal de malus.
Donc c'est cool, moi je l'ai aussi modé en pouvoir pour justement bénéficier de la ruse mentale un maximum. Mais comme je disais, c'est une team que j'ai pas très bien modée, donc je vais pas rester très longtemps dessus, j'ai pas très envie d'en parler de cette team. Mais bon, ça reste une très bonne team offensive si vous l'avez bien équipée, etc. Ou si vous êtes en basse division et que vous avez les mêmes équipements que moi.